Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors il y a une véritable course à la Lune après la réussite de l'Inde. Le Japon a lui aussi décidé de lancer avec succès une nouvelle mission. Il souhaite mettre sur la Lune un module lunaire censé se poser dans 4 à 6 mois. Alors depuis quand dure cette course pour la conquête de l'espace ? Comment évolue-t-elle ? Et désormais aussi Elon Musk, qui ne fait pas partie d'un État, commence à lancer aussi des fusées, la fusée Starship qui devrait décoller bientôt. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Louis Anders. Bonjour Louis Anders. Oui, bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Politique Magazine. Alors déjà, je voulais vous parler de l'évolution de la conquête de l'espace, parce que ça a commencé dans les années 60, mais alors aujourd'hui, quelles sont les technologies indispensables pour lancer une fusée, technologie que nous avons donc déjà, enfin que les États-Unis a déjà depuis donc les années 60 ? Oui, on assiste en matière spatiale à une forme de massification de l'accès à l'espace. Il est toujours difficile d'accéder au cosmos, à l'espace vide d'air. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu ce qui a pu se passer par le passé avec les avions. C'est-à-dire qu'au début, c'est très compliqué à concevoir, à fabriquer. Et puis la technologie commence à être plus mature, à se développer et à se massifier. Néanmoins, il existe toujours un seul moyen pour accéder à l'espace, c'est la fusée. Et ça reste une technologie extrêmement compliquée à concevoir, à mettre en place, parce qu'on atteint tout simplement dans la fusée et à l'extérieur des contraintes de pression, des contraintes de température qui sont extrêmes, bien supérieures à ce qu'ont pu être ces contraintes pour l'avion. Et donc, en général, pour accéder à l'espace, il nous faut un certain type de carburant. Il y a plusieurs mélanges possibles. Mais ces carburants, ils sont très spéciaux, donc il faut les maintenir à des températures souvent très froides, moins 150 degrés, parfois plus avec l'hydrogène. Et il faut des moteurs très spécifiques, des tuyères très spécifiques, des matériaux aussi résistants que légers. Donc ça reste compliqué. Néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une massification, vous en parliez, de l'accès à l'espace. Et donc cette conquête de l'espace, elle a commencé dans les années 60 avec les Américains, puis avec la guerre froide, cette compétition donc entre la Russie et les États-Unis. J'ai envie de dire, elle a commencé avant. Il y a on parlera peut-être d'histoire une autre fois, mais en tout cas, vraiment la véritable impulsion a été donnée dans la première moitié du XXe siècle. Dès le début du siècle, des savants ont pensé la chose, ont commencé à faire des calculs sérieux pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait comme engin, comme carburant, etc., pour sortir de l'atmosphère terrestre et aller voir plus loin, tout simplement. Et ensuite, il se trouve que la dynamique a vraiment été enclenchée en Allemagne. C'est en Allemagne que vraiment des groupes de passionnés se sont réunis, puis ont été surtout pris en main par l'armée allemande à l'époque, qui voulait contourner les restrictions du traité de Versailles en matière d'artillerie et donc inventer de nouvelles techniques. Donc la première fusée de l'histoire, entre guillemets, extra-atmosphérique, c'est la fusée A4 qui sera rebaptisée V2 et qui a atteint les portes du cosmos déjà en 1942. Ensuite, ces ingénieurs-là sont en partie allés aux États-Unis, d'autres en Allemagne. Des plans ont été récupérés. Et c'est là qu'effectivement, la course spatiale, ce qu'on appelle la conquête spatiale, a vraiment débuté entre les Russes et les Américains à la fin des années 50 et dans les années 60. Aujourd'hui, encore une fois, l'accès à l'espace s'est massifié. Dans les années 70, déjà, on oublie. En 65, la France lance un premier microsatellite en orbite basse. Il s'appelait Astérix. Et dans les années 70, déjà, la Chine et le Japon avaient construit de manière autonome, avec des transferts de technologie de leurs alliés, certes, mais de manière autonome, des fusées pour accéder à l'espace. Donc, tout ça n'est pas non plus totalement nouveau. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on nous parle de l'Inde, on nous parle du Japon, mais finalement, dès les années 70, le Japon, la Chine, mais aussi l'Iran, la Corée, Israël ont commencé, eux aussi, donc, à lancer donc, des fusées dans l'espace. Alors, l'Iran, ce sera un peu plus tard. La Corée, tout ça, c'est plus récent. Mais l'Inde a envoyé sa première charge utile, un petit microsatellite d'observation, de communication, je ne sais plus, en orbite basse en 1980 déjà. Donc ils avaient construit leur propre fusée. Alors c'était des fusées bien moins puissantes que celles des Américains, des Russes et des Européens,
mais c'est pas tout à fait nouveau. Et dans les années 90, par ses propres moyens, ils avaient des fusées qui permettaient de mettre 1 tonne de charge utile, donc un gros satellite, en orbite. Alors c'était pas très haut encore, c'était à 1000 km d'altitude, mais vous voyez, c'était il y a 30 ans. Donc c'est pas tout à fait nouveau. Tout le monde s'excite sur des missions qui sont en plus, malgré tout, un peu des répétitions avec des nouveautés, certes, mais de ce qu'ont fait les Occidentaux il y a très longtemps déjà. Hein. Donc il n'y a pas non plus de... on entend effectivement des choses peut-être un peu exagérées sur... tout le monde se réjouit vraiment que l'Inde se mette à faire des missions dans l'espace plus profond, c'est-à-dire au-delà de l'orbite terrestre. Hein. C'est difficile de s'arracher à la gravité terrestre, enfin à la force de gravité, et aller vers d'autres astres, mais c'est pas nouveau, disons, leur maîtrise de la fusée, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, alors ça montre aussi qu'il y a d'autres puissances donc, spatiales autres que l'Occident, et puis il y a l'avenue des BRICS aussi qui est une nouvelle puissance, et j'ai envie de vous demander quel est l'intérêt justement pour un pays de poser aujourd'hui un objet sur la Lune ou de conquérir l'espace. Vous savez, André Malraux avait dit à quoi bon aller sur la Lune si c'est pour s'y suicider. Alors quel est véritablement l'intérêt pour un pays de conquérir l'espace aujourd'hui? Je pense que c'est le même questionnement qu'ont eu certaines personnes quand on a commencé à voler comme des oiseaux avec des petits avions dans les années 1900-1910. Certaines personnes se disaient à quoi bon aller là-haut. Et puis aujourd'hui, la plupart des gens ont déjà utilisé l'avion dans leur vie, en tout cas beaucoup de personnes. Donc en termes de spatial, par exemple, quel était l'intérêt dans les années 60 d'aller en orbite basse? Aujourd'hui, on comprend l'intérêt. Avec la communication par satellite, avec la possibilité de se diriger, le système très innovant du GPS américain, qui aujourd'hui qui a été copié et amélioré par d'autres puissances. Hein. Nous, on a le Galileo. Vous savez, comme disait cet ingénieur Werner von Braun, qui était un infatigable défenseur de l'exploration de notre système solaire, investissant dans l'espace et on en sera généreusement récompensé. Aujourd'hui, on voit les effets. Donc, pourquoi y aller? Parce que des gens entreprenants le décident et le veulent bien. Et je pense que demain, peut-être, il y aura plus d'aller-retour vers la Lune. Et puis, il faut aller sur place. Vous savez, pour savoir à quoi ça peut servir, de toute façon, qu'on le veuille ou non, regardez ça à 400 000 km de distance, pour ce qui est de la Lune. Ça ne nous permettra pas vraiment de savoir quel est l'intérêt. Il faut aller sur place, il faut regarder, il faut voir si on peut s'y installer ou pas, il faut voir si on peut récupérer des matériaux. On ne sait pas, on va découvrir énormément de choses. Alors aujourd'hui, c'est plus difficile pour l'Europe d'envoyer des objets, des fusées dans l'espace. Pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué? La Commission européenne a du mal à soutenir ce genre de projet aujourd'hui. Je pense aussi que en ce qui concerne l'Europe, le discours de décadence en matière spatiale est peut-être un peu exagéré aussi. À l'heure où on se parle, il existe une sonde qui est pilotée par l'Agence spatiale européenne, avec une prééminence de notre agence spatiale à nous, le CNES, et du CNRS aussi d'ailleurs, qui est en train de faire le tour du Soleil, à peu près 40 millions de kilomètres du Soleil. On n'a jamais été aussi proche de notre Soleil. Et elle possède un bouclier thermique totalement unique en son genre, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a pas encore construit, qu'on n'a encore jamais envoyé au-delà de l'atmosphère terrestre. Et elle étudie justement le rayonnement du Soleil et nous livre des images absolument extraordinaires de la surface du Soleil. Et surtout, elle obtient des données sur l'activité solaire. On parlait, à quoi peut servir l'espace? Ça peut servir à ça, à mieux comprendre l'activité solaire pour mieux l'anticiper ici. Le Soleil a bien sûr un effet majeur sur l'atmosphère terrestre. On a aussi Ariane 6, c'est une fusée. Pour l'instant, on n'a plus de fusée pour aller de manière autonome dans l'espace, mais Ariane 6 va finir par décoller. Et par exemple, les agences spatiales européennes sont partie prenante intégrante du vaste programme qui s'appelle Artemis et qui est destiné par l'agence spatiale américaine, la NASA, à investir de manière permanente l'astre Sélène, la Lune. Donc il y a encore beaucoup de projets de l'Union européenne. Oui, voilà, faut pas, c'est un peu exagéré, et tout de même,
tout le monde, voilà, l'Inde c'est très très bien. Ils ont été au pôle Sud là récemment. Ils ont envoyé un petit robot une sonde d'une tonne et quelques et un robot de 25 kg. L'Europe a réussi quand même à aller sur une comète il y a déjà 5 ou 10 ans. Donc il y a encore une puissance spatiale, mais c'est vrai que quand on compare par exemple au programme spatial d'Elon Musk, alors Elon Musk, chers auditeurs, je vous le rappelle, c'est le propriétaire de Tesla, propriétaire aussi de Twitter, enfin de l'ancien Twitter qui est devenu X aujourd'hui. Lui, il a des ambitions pour son programme spatial qui sont parfois, on pourrait dire, fantasques, et notamment il veut faire une fusée réutilisable, il veut aussi faire des voyages sur Mars, il propose aussi de faire des allers-retours vers la planète Mars. Enfin, tout ça comparé en tout cas à la puissance de l'industrie spatiale européenne. Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce programme spatial d'Elon Musk? C'est fantastique, c'est possible. Comment il arrive à avoir cette puissance aussi financière pour financer tout ça? On est en présence avec le projet d'Elon Musk, soyons clairs, d'un programme de recherche et développement qui est quasiment aussi important, qui est comparable, on peut le dire, d'une certaine manière, aux missions, au programme Apollo des missions lunaires des années 60. Il se passe quelque chose là-bas aux États-Unis, au fin fond du Texas, sur le site de Boca Chica, sur la commune de Boca Chica, où SpaceX avait acheté des terrains il y a quelques années. Il se passe il y a un développement de programme inédit, exceptionnel. Les médias français sont quand même un peu en train de passer à côté, je crois. Et là-bas, ils essayent de monter donc la plus grande fusée du monde, la plus puissante, grande en taille, en puissance. Et cette fusée-là pourrait permettre à terme, si vous voulez, si vraiment le programme réussit, ils en sont en première brique, mais ces briques, ils les déposent à toute allure. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe là-bas. Ce programme pourrait permettre non seulement de faire des allers-retours et d'atterrir sur la Lune. Ça, c'est un contrat qu'ils ont remporté grâce à l'agence spatiale américaine, la NASA. Mais aussi d'envoyer une sonde vers Jupiter en 2 ou 3 ans, plutôt qu'en 7 ou 8 ans actuellement. Et lui, il vise à terme des allers-retours effectivement vers Mars, ce qui serait pas impossible avec ce vaisseau-là. Ce qui est impossible avec les techniques qu'on a actuellement, avec la puissance dégagée par nos fusées actuelles. Mais eux essayent de monter une fusée d'un nouveau genre, dont on a vu un premier décollage, c'était mi-figue, mi-raisin, mais elle a décollé déjà le 15-20 avril dernier, je crois. Et un test est prévu bientôt. Et puis aussi les passionnés du spatial, ils ne se sont pas trompés, hein. Ils sont sur place, ils filment en direct, etc. Parce que c'est là que ça se passe. Et si jamais ils réussissent ce défi presque, ça révolutionnera à la fois le prix de l'accès à l'espace proche. Ça pourrait diviser par 10 le prix du kilo lancé en orbite terrestre. Mais surtout, ça permettrait à l'homme, sans doute, d'investir durablement son système solaire. Parce que là, on est sur une conquête de l'espace qui n'est pas seulement avec des vaisseaux spatials, mais qui est aussi une conquête, une colonisation de l'espace. Parce que, je cite Elon Musk, on ne peut aller sur Mars que tous les 2 ans seulement, donc en raison de l'alignement des planètes. Si vous avez 1 millier de vaisseaux et que vous pouvez mettre 100 personnes dans chaque vaisseau, ça ferait 100 000 personnes tous les 2 ans et 1 million en 20 ans. Un chiffre suffisant selon lui pour construire une ville autonome sur Mars. C'est quand même des projets complètement incroyables. Oui, ce ne sera pas sans doute pour tout de suite, néanmoins... Mais c'est dans la tête d'Elon Musk en tout cas. Quand il dit ça, il le pense vraiment. Ils ont surtout réussi, SpaceX, en 20 ans, en 10-15 ans d'abord, ils ont réussi à concevoir des fusées plus petites, des Falcon, mais qui sont quand même très importantes, je veux dire, qui concurrencent les fusées des grands États. Et ces Falcons-là sont réutilisables. Ça, c'est une grande nouveauté. Lui, il dit à tout prix, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse comme l'avion. C'est-à-dire, imaginez si à chaque fois qu'on prenait un avion, l'avion, après, il était mort, il était détruit, comme c'est le cas pour les fusées actuelles. Ça marcherait pas, personne ne pourrait prendre l'avion, quasiment. Donc lui, il dit, il faut faire des fusées réutilisables, qu'elles soient petites ou grandes. L'immense fusée qu'il essaye de construire, il veut que ces 2 étages soient réutilisables. Et ils y parviennent, partiellement, mais pour les petites, ils y sont parvenus. Ils ont déjà réutilisé, je crois, 200 fois environ leur fusée, puisqu'ils les lancent tous les 3-4 jours. Hein. Ils ont des contrats, ils lancent la constellation Starlink. C'est une entreprise privée, n'oublions pas aussi, c'est la grande différence. Hein. Lui, il réinvestit son argent dans ce programme de recherche et développement. C'est une entreprise privée qui peut faire faillite. Et puis
puis cette fusée géante, il veut la réutiliser. Déjà, le second étage, on a des images sidérantes il y a 2 ans, où ils font décoller ce second étage qui est immense. Et ils le font, ils arrêtent les moteurs à 10 km d'altitude, et elle retombe. Hop, elle se redresse, ils rallument les moteurs, elle se redresse, et elle réatterrit. Donc, ils avancent dans ces projets-là. Vers donc des voyages spatiaux qui pourraient être possibles avec des fusées donc réutilisables. C'est absolument incroyable de parler de ça avec vous, Louis Anders. On est obligé de se quitter là-dessus. Merci à vous. On continuera évidemment de suivre cette conquête spatiale donc des pays émergents, qui ne sont plus émergents désormais, qui ont bien émergé comme le Japon, comme l'Inde, et puis de cette donc entreprise d'Elon Musk, SpaceX. Merci à vous.